il nous semble aussi très important de pouvoir le faire et de créer aussi des outils. Notamment, Chantal Mack, qui est ici présente, a fait un graphic novel qui propose, entre autres, d'aborder ce sujet à travers son histoire personnelle, mais aussi en donnant aussi des clés de lecture de l'histoire, du néocolonialisme et ensuite aussi des termes dont on vient de parler. Et là, je vois qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un lexique. C'est entre autres une de nos devoirs. On va proposer un lexique avec les différents termes. Ce pourquoi il faut absolument éviter de mélanger les poires et les pommes, parce que les statistiques, c'est une chose. On parle de citoyenneté. Et maintenant, la perception de la personne, c'est autre chose. La nationalité n'aura pas forcément une conséquence directe sur la perception, mais nous, on utilise les termes. C'est pour ça qu'on a dit qu'on introduit les termes pour justement parler de la différence des perceptions des personnes, éventuellement, et aussi des conséquences. Ça, c'est une chose. Et autre chose, c'est naturellement les statistiques qui ont leurs limites. La double nationalité, on sait très bien que la nationalité qui propose le plus de privilèges est comptée en priorité. Et ceci va naturellement fausser... pas fausser, mais c'est assez difficile de percevoir les racines du racisme. Donc l'un, c'est une chose et l'autre, c'est autre chose. Donc voilà pour dire il faut quand même utiliser des termes pour désigner les personnes. Et en ce qui concerne l'exemple que j'ai utilisé, notamment le sexisme, pour dire qu'il faut aussi nommer les origines du sexisme, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais simplement pour comprendre les origines. C'est tout. Et oui. Oui, et bien sûr, nous allons sensibiliser les personnes à travers, d'une part, du matériel pédagogique, mais aussi des formations, parce que nous estimons, par exemple, pour le graphic novel de Chantal Mack, qui sera distribué, donc chaque bâtiment scolaire aura droit à un certain nombre de ces graphic novels, mais nous ne voulons pas simplement les distribuer, nous voulons vraiment l'accoler à une formation pour que les personnes soient aussi, et les clés de lecture pour les utiliser. Mais c'est clair qu'il faudrait penser à associer nos compétences d'historien, de pédagogue, etc., pour proposer ce sujet à l'école. Et si je peux rajouter, Antonia, à ce que tu dis sur cette distinction, cette bonne distinction que tu fais entre nationalité, etc., une chose, c'est la nationalité, mais nous, on parle toujours de processus de racialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas tant si vous êtes de nationalité luxembourgeoise, si vous êtes luxembourgeois et afrodescendant ou enfant d'immigrés, il y a un processus de racialisation. Les personnes, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce qu'on fait de vous. C'est ce qu'on vous renvoie, ce que vous renvoie le regard de l'autre. Donc, dans nos formations, on ne va pas s'attarder très longtemps à dire oui, mais sa nationalité. Non, il y a processus de racialisation qui sont spécifiques à un moment T et dans un contexte, dans un pays. Donc là, on va se concentrer sur le Luxembourg. Ça va être différent dans d'autres pays. C'est très spécifique à chaque endroit. En tant que fille d'immigrés sud-américains, je ne suis pas perçue de la même manière au Luxembourg, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Je ne renvoie pas au même imaginaire ou je ne passe pas par le même processus de racialisation. Et alors, on va toujours aussi parler du concept théorisé comme de la blanchité, comme étant un curseur. Tant que plus vous allez vous éloigner de ce curseur, plus vous allez plus vous allez passer par ce processus de racialisation. Donc ce sont évidemment des concepts et des termes qui ne sont pas simples. On n'a jamais dit que c'était
simple, que la terminologie était simple, et puis la terminologie n'est pas figée. Nous continuons nous-mêmes toujours à questionner des termes qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'à un moment donné, on va lire telle étude, telle référence et on va se dire « Ah oui, en fait, c'est pas… » Et c'est OK de garder cet esprit que nous ne détenons pas la vérité absolue. Nous continuons à nous former nous-mêmes aussi. Il n'y a pas de termes ou de terminologie ou de concepts figés et des choses comme la diversité, rien que ce terme-là, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, je pense, et on pourrait le déconstruire, le critiquer, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pose problème, etc. Donc. Justement, il y a Sylvain qui voudrait encore intervenir justement à cette question, d'en parler à l'écoute des victimes avec un projet. Donc en fait, comme prolongement à l'étude avec les LISER sur le racisme et les discriminations ethno-raciales, CEFIS finalise aussi cette année-ci le module à l'écoute des victimes de racisme et des discriminations ethno-raciales qui va sans doute sortir en fin d'année. Par ailleurs, je voulais peut-être encore seulement rappeler le chiffre de 17,3% de l'enquête quantitative d'Illuser, le chiffre de 17,3% de personnes qui se déclarent victimes de discrimination dite ethno-raciale au niveau de l'enseignement, ce qui fait l'enseignement au même titre que le lieu de travail comme premier secteur sensible ou exposé, où il y a des groupes racisés qui sont exposés à la discrimination ou au racisme. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On ferait un dernier tour de questions. Oui, il y a encore 2 questions. Est-ce que vous voulez être bref dans votre intervention pour que nous puissions encore prendre le maximum de gens? Gary Diederich. Oui, je suis très bref. La question, si on parle d'éducation, je crois que c'est évident que la formation des enseignants est cruciale. Est-ce qu'il y a des projets ou des discussions pour vraiment intégrer ça obligatoirement dans le cursus de chaque personne qui intervient dans notre système éducatif? Et je ne voudrais même pas faire le choix entre fondamental et lycée, mais aussi dès les crèches. Voilà, merci. Merci. Il y avait encore une autre question, si je ne me trompe pas. Oui. C'est plutôt une suggestion qu'une question. Au monsieur qui va faire, je ne le vois pas, qui va faire le projet des témoignages et tout ça. Demandez beaucoup aux étudiants étrangers, ils pourraient sûrement vous dire beaucoup de choses surprenantes. Merci pour cette suggestion. Alors, pour ce qui concerne la formation des enseignants, je vais faire quelque chose que je fais normalement pas, mais je vais tout de même prendre mon courage et demander à M. Reding, qui est dans notre salle, de nous dire si, effectivement, au niveau de parce que lui, il est le spécialiste, entre autres, s'il pouvait nous donner déjà quelques indications là-dessus. Voilà. Vous pouvez toujours dire « je ne veux pas répondre », mais je crois que vous avez sûrement des choses à nous proposer. Je m'y attendais. Et je vais tout de suite passer la parole à ma voisine, à Madame Quintus. Merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, donc, on a différentes formations dans différents domaines en ce moment, donc, qui sont ou qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure des années. Donc actuellement, on a essayé avec l'IFEN, donc on est en train de les regrouper. On est plutôt dans le contexte migration-école. Dans un deuxième volet, plutôt tout ce qui est asile. Et le troisième volet, donc plutôt celui qu'on vient de discuter donc là pendant les 2 dernières heures. Et il est effectivement prévu d'en offrir plus et différents autres projets aussi dans le contexte de l'éducation interculturelle et aussi de faire en sorte que ces 3 volets sont considérés dans le volet de l'éducation interculturelle et pas seulement l'un ou l'autre. Ceci vaut pour la formation continue et Mme Quint, vous avez également des choses à dire en ce qui concerne la formation initiale. C'était justement ma question.
Alors, effectivement, il y a déjà des cours donc, au niveau de l'université qui vont dans ce domaine-là ou dans cette direction-là, qui touchent aussi les liens entre relations école-famille et en ce moment avec des médiations interculturelles, mais aussi différents séminaires au niveau de l'interculturalité, respectivement l'éducation interculturelle. On est notamment aussi en train de voir pour pouvoir agrandir ce volet et comme vous avez dit tout à l'heure, en voir en quelque sorte pour qu'il ne soit pas seulement optionnel dans le futur. Merci. J'aimerais encore ajouter un mot. Il y a encore une troisième sorte de formation dont on doit s'occuper, c'est la formation d'insertion professionnelle, c'est le stage. Et je pense que la partie non optionnelle, mais obligatoire, devrait faire partie du stage. Et là, à la fois des enseignants de l'enseignement fondamental, aussi bien que de ceux qui enseigneront à l'enseignement secondaire. Merci beaucoup. Alors, je propose maintenant de conclure. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Khan. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir une conclusion plus politique. Je sais qu'elle n'est pas en charge de l'éducation. Elle est dans le même parti que notre ministre de l'Éducation, mais elle n'est pas en charge de l'éducation. N'empêche que je crois qu'elle est tout de même celle qui finance toute cette, aussi bien l'étude que justement ces conférences. Donc, ce serait peut-être intéressant, même dans la perspective des prochaines élections, de savoir un peu où on en est et qu'est-ce que vous allez à nous dire comme conclusion à ce débat et aux propositions qui pourraient s'en suivre. Oui, merci beaucoup. Donc, merci à tous les intervenants. Merci aussi d'être aussi nombreux entre midi. Je trouve ça très, très intéressant. Et comme vous venez d'entendre, on y travaille tous les jours pour justement voir ensemble ce qu'on peut faire dans des programmes initiaux, mais aussi dans la vie de tous les jours pour lutter contre les stéréotypes, les racismes, les discriminations. Donc l'étude que Sylvain Bech vous a présentée avait été réalisée avec le CEFIS et le LISER, et cette étude nous donne donc un premier aperçu de la situation au Luxembourg. Et c'est en fait important d'avoir vraiment du evidence-based, et c'est une première étude de cette envergure. Il est clair, et je pense que tout le monde est d'accord, que nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons creuser. Il est évident que les microagressions qui ont été identifiées dans l'étude doivent nous préoccuper. Et nous devons prendre des actions tout de suite, justement dans ce domaine. Et je crois que c'est ce qui préoccupe aussi beaucoup, beaucoup les gens. Mais nous devons également aller plus en profondeur. Nous devons poser des questions quant aux problèmes structurels qui existent dans notre pays. Nous devons analyser et revoir nos institutions, nos lois, afin de nous assurer que toute forme de discrimination soit évitée. Alors, la bonne nouvelle, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est que le ministère a informé le comité interministériel de l'intégration que nous allons établir avec nos partenaires, donc beaucoup d'entre vous, un plan d'action national racisme. Ça avait été demandé, nous allons le faire. Nous allons commencer dès aujourd'hui et nous visons à avoir une première version fin de cette année. Nous avons une collaboratrice au ministère qui ne travaille que sur ce sujet. Voilà, elle est là aujourd'hui aussi. Donc, je pense que vous allez encore la voir ces prochaines semaines et mois, justement, pour établir ce plan national. Par ailleurs, cette semaine, je vais emmener la nouvelle loi du vivre ensemble au Conseil de gouvernement. J'espère qu'elle y passera parce que c'est une loi qui est très importante, justement, pour organiser le vivre ensemble ici au Grand-Duché de Luxembourg. Et à de nombreux endroits aussi dans cette loi, on souligne que tous les acteurs ont comme mission aussi de lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Donc tout le monde, l'État, les communes, les entreprises, les individus, tout le monde est en charge de lutter contre le racisme, les discriminations, et vous allez lire cela aussi dans cette loi. Donc une loi qui, je l'espère, pourra passer les étapes le plus rapidement possible parce qu'elle organisera le vivre ensemble au niveau communal, au niveau national. Comment voulons-nous vivre ensemble? Et je pense que nous avons déjà entendu aujourd'hui que les débats
sont très passionnants parce que si on parle de double nationalité, alors quelle est la nationalité dominante? Comment voulons-nous organiser ce vivre ensemble? Et dans cette loi, vous allez voir que la nationalité n'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est l'être humain, vouloir se connaître les uns les autres, être représentés, pouvoir collaborer, contribuer à la commune, justement, être acteur du vivre ensemble et pas seulement consommateur de ce que d'autres personnes puissent proposer. Mais bon, aujourd'hui, je sais que je prêche des convaincus parce que dans cette salle-ci, je sais qu'il n'y a pas seulement des consommateurs, mais vous êtes tous acteurs. Donc, c'est toujours un peu facile, en fait, de prêcher des convaincus et d'être devant une audience où les gens, pendant leur heure de midi, prennent leur temps pour venir écouter d'autres personnes parler sur un sujet qui les intéresse. Je pense que le vrai défi n'est pas à l'intérieur de cette salle, mais il est à l'extérieur de cette salle, chez les gens qui ne viennent pas nous voir, qui ne veulent pas discuter de ces sujets-ci. Donc, j'aimerais quand même le rappeler, et le vrai défi n'est pas ici, mais ailleurs. Donc nous avons quand même cette année prévu plusieurs actions, des échanges sectoriaux. Nous avons déjà pris contact avec le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Logement. Le 2 mars, nous organisons un premier échange dans le domaine de l'éducation, d'ailleurs, avec un workshop avec les commissions nationales de l'enseignement fondamental et secondaire. Ensuite, avec IMS, on va organiser 4 workshops avec les associations œuvrant dans le domaine de la formation interculturelle. En ce moment, il y a 5 projets qui sont réalisés dans le cadre de l'AMIF, un programme de financement européen, et nous continuons à soutenir des projets pilotes dans le domaine. Nous avons d'ailleurs sur le site du ministère de la Famille établi une liste des projets qui sont réalisés dans le domaine de la lutte contre le racisme. Alors je vous invite à consulter cette liste. S'il y a quelque chose qui manque, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse le rajouter et pour qu'on ait l'information complète de tout ce qui existe. Et puis, évidemment, je vous invite aussi à découvrir les livres à la sortie de cette salle sur tout ce qui est discrimination, racisme. Je pense que la lecture, la documentation est quelque chose de très, très important. Donc, merci beaucoup d'avoir emmené toute cette bibliothèque. Prenez 5 minutes, regardez un petit peu les livres et lisez sur le sujet. Mais comme je viens de le dire, je prêche des convaincus. Alors faites lire les autres, ceux qui ne viennent pas ici. Voilà, je pense que we have to spread the word et nous devons travailler tous ensemble justement pour avoir un monde meilleur et éradiquer tout ce qui est racisme, discrimination et autres idées reçues qui sont fausses. Donc je pense que tous ensemble on y arrivera, à petit, avec petits pas, mais le ministère de la Famille et de l'Intégration et la Grande Région est votre partenaire dans cette lutte et dans ce travail de tous les jours. Et donc n'hésitez pas d'en parler à Jacques Prosius, le chef du département intégration, et à tous les autres collaborateurs et à moi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces annonces. On va les suivre de près. On est très intéressé à savoir qu'est-ce qui va être les actions qui vont être menées et surtout les décisions politiques qui s'en suivront. En attendant, j'en voulais encore un dernier mentimètre qu'on voulait vous demander. En fait, on a fait cet exercice pour 4 conférences et en fait, on s'était dit, peut-être on pourrait réindiquer le... C'est trop tard, ça ne marche plus ? Donc il y a une autre question qu'on voulait en fait vous poser parce que nous voulions avoir un petit feedback sur l'utilité finalement de ce type de manifestation, et donc on voulait en fait vous demander dans une question selon vous, dans quelle mesure ce cycle de conférences permet-il de sensibiliser la population résidente au racisme et aux discriminations raciales? Est-ce que vous trouvez que c'est pas du tout, un peu, assez, beaucoup? Bon, Madame Kahn a dit ici je prêche aux convaincus. Oui, comment est-ce qu'on peut à travers les convaincus faire des multiplicateurs vers l'extérieur? Enfin, excusez-moi. Chloé, est-ce que... Apparemment, ça marche. Ça marche. Alors, peut-être essayer encore une fois le QR. Ça va, le code est le 74 54 33 90. Voilà encore une fois le QR code, ce qui permet plus facilement d'accéder. Et je répète la question. Vous êtes allé à la bonne
Selon vous, dans quelle mesure ce cycle de conférences permet-il de sensibiliser la population résidente au racisme et aux discriminations? C'est pour les organisateurs que, je vous le rappelle, et le CEFIS, le LISER et le ministère de la Famille, une façon de savoir est-ce qu'on continue sur ce chemin, devrions-nous faire sur un autre. Et ils sont bien sûr toujours à l'écoute, même après cette conférence, d'éventuelles suggestions de votre part. Voilà, je crois que ça marche. C'est pas censé marcher. C'est ceux qui n'ont pas quitté. Ah, ceux qui ont quitté ne peuvent plus aller dessus. Bon, alors ceux qui n'ont pas quitté, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas quitté et peuvent-ils accéder? Alors, je répète, selon vous, dans quelle mesure ce cycle essaie de montrer la réponse, même si on a moins elle était... Voilà. Alors donc, pour l'instant, pas tout le monde peut répondre, mais on a donc tout de même un certain nombre qui disent oui. Et je vous invite en tout cas, si vous avez encore des réflexions ou des suggestions, aussi bien de contacter les organisateurs donc du LISER, du CEFIS du ministère, que également Mariana Muzzi, qui est en charge du plan d'action et qui est ici devant et qui pourrait éventuellement, si vous avez des suggestions, ou vous informer sur l'évolution de ce plan. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues, soit de façon spontanée parce qu'on les a obligés, soit parce qu'ils se sont effectivement sentis obligés de venir politiquement. Madame Kahn n'était en fait pas prévue. On la remercie beaucoup d'être intervenue. Je remercie beaucoup les intervenants pour leur input. Et je vous rappelle que toutes ces informations se trouveront sur le ministère de la Famille et les PowerPoint. Et n'hésitez pas à contacter les personnes ici à la table présente et aussi à parler de leurs activités peut-être plus off, dans une version off. Merci beaucoup et bon après-midi. Je peux vous prendre 2 minutes. Juste avant de sortir, je voudrais remercier vraiment Laura qui a fait ce travail très difficile de modération. Elle a préparé ça avec énormément de sérieux et de neutralité. Et enfin, la logistique était assurée par Chloé. Sans elle, rien n'aurait fonctionné. Voilà.